Je pense que je veux vous poser quelques questions sur les nouveaux développements dans la relation entre les États-Unis et la Russie. Il fut un temps où beaucoup de gens, y compris des personnes comme Jeffrey Sachs, pensaient que Trump voulait sérieusement la paix avec la Russie. Donc, ma première question est, pensez-vous que Trump veut sérieusement la paix avec la Russie? Si oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent que c'est pour dissocier la Russie de la Chine et peut-être même de l'Iran. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il ne fait aucun doute que Trump veut la paix avec la Russie. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Qu'il puisse le faire est une autre question. Nous pouvons en parler. Votre question est pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il comprend que nous avons perdu. Il est temps de limiter nos pertes. De plus, il comprend que du point de vue de l'Ukraine, il serait judicieux de mettre fin à cette guerre plutôt que de la continuer. Car si nous continuons la guerre, plus d'Ukrainiens mourront et ils perdront plus de territoire. Troisièmement, je pense qu'il croit, à juste titre, que la Russie n'est pas une menace sérieuse pour les États-Unis. En effet, ce n'est pas une menace sérieuse pour l'Europe. Et quatrièmement, je pense qu'il croit qu'il y a toutes sortes d'avantages à travailler avec Poutine, que vous avez décrits, comme si vous êtes intéressé par la fermeture du programme nucléaire iranien ou par l'obtention d'un accord avec les Iraniens. Il serait utile d'avoir des relations coopératives ou bonnes avec les Russes afin qu'ils puissent aider dans cette entreprise. Et en ce qui concerne la gestion de la Chine, bien que ce ne soit probablement pas possible à ce stade, étant donné la mauvaise relation entre nous et les Russes qui existe depuis si longtemps maintenant, il serait bon d'essayer d'avoir de meilleures relations avec les Russes et de les éloigner au moins quelque peu de la Chine. Peut-être pas pour que les Russes soient alliés aux États-Unis ou liés aux États-Unis, mais au moins pour que les Russes soient neutres, qu'ils restent en retrait. Essayez de faire cela. Et je pense que c'est l'un de ses objectifs. Je pense que ce sera extrêmement difficile à réaliser, mais je pense que ces raisons expliquent ce qui se passe ici. Et je pense que ce sont toutes de bonnes raisons. Je pense que les instincts de Trump sur la guerre en Ukraine et sur les relations américano-russes et sur la manière dont nous devrions traiter avec Poutine sont fondamentalement corrects. Je pense que ses instincts sur beaucoup d'autres questions sont terribles, mais sur celle-ci, je pense qu'il a raison. Je pense que la question à $1 million est donc pourquoi est-il si impuissant et incapable d'avancer? Je me souviens d'il y a environ 2 semaines, lorsque nous avons discuté pour la dernière fois, et j'ai demandé à ce moment-là, professeur Mearsheimer, pensez-vous que le cessez-le-feu du 20 avril peut fonctionner? Parce qu'il semble que cela ne fonctionne pas. Et votre réponse a été, y a-t-il jamais eu un cessez-le-feu? Pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire et pourquoi cela ne fonctionne pas alors? Eh bien, permettez-moi d'expliquer pourquoi il n'a pas été en mesure de se rapprocher d'un accord, puis de parler du cessez-le-feu. Le problème auquel Trump est confronté est que les exigences russes sont difficiles à accepter. Les Russes insistent sur le fait que l'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. Et en effet, il ne peut y avoir aucune garantie de sécurité entre l'Occident, en particulier les États-Unis, et l'Ukraine, car cela équivaut à une adhésion de facto à l'OTAN. C'est donc la première exigence russe. La deuxième exigence russe est que l'Ukraine doit céder au moins les 4 oblasts que la Russie a annexés et la Crimée que la Russie a annexée. Et puis la troisième exigence est que l'Ukraine doit se démilitariser au point de ne plus avoir de capacité militaire offensive
pour menacer la Russie. En gros, elle ne doit pas être une menace militaire offensive pour la Russie. Cela impliquerait donc de désarmer substantiellement, pas complètement, mais substantiellement l'Ukraine. Ce sont les trois exigences et Trump doit les accepter, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Pas même le premier, car Pete Hicks avait dit qu'il n'y a aucun doute que l'Ukraine ne devrait pas être dans l'OTAN. Donc Trump ne l'accepte pas. Il semble avoir accepté cela. Il semble même avoir accepté celui sur le territoire, n'est-ce pas? Mais il doit explicitement accepter les trois. Il doit dire « ces demandes sont des demandes que j'accepte ». Il pourrait le faire, mais il ne l'a pas encore fait. Il l'a laissé entendre. Donc, tant qu'il ne le fait pas, vous n'avez pas d'accord de paix globale, ce que les Russes veulent vraiment, et je crois que Trump le veut aussi. Mais vous ne devez pas non plus sous-estimer à quel point les Européens, les Ukrainiens eux-mêmes et une grande partie de l'élite occidentale s'opposent fermement à ce que Trump négocie même avec les Russes et encore moins accepte les demandes russes. Il a donc du pain sur la planche. Et ce n'est pas exactement un Machiavel, n'est-ce pas? Il faut un Machiavel ici pour que cela fonctionne. Quelqu'un de vraiment habile, vraiment sophistiqué comme Lyndon Johnson à son apogée. Et ce n'est pas Donald Trump, il est l'anti-Machiavel. Donc c'est l'accord de paix général. Vous parlez du cessez-le-feu. Eh bien, ils ont eu ces négociations, n'est-ce pas, pour obtenir un cessez-le-feu. Ce que les Américains et les Ukrainiens voulaient, c'était un cessez-le-feu global. Ils voulaient arrêter temporairement la guerre, un cessez-le-feu global ou complet. Les Russes ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu complet tant que nous n'aurons pas atteint un accord. Jusqu'à ce que nous parvenions à un accord où vous acceptez nos trois principales exigences. Pourquoi? Parce que l'armée russe est en mouvement. Il gagne. Il serait fou d'accepter un cessez-le-feu. Permettre aux Ukrainiens de reconstituer leurs forces, de se réarmer, n'a aucun sens. Donc pas de cessez-le-feu global. Les Russes et les Américains, travaillant aux côtés des Ukrainiens, ont élaboré ce qui ressemblait à deux accords de cessez-le-feu. L'un concernant la mer Noire et l'autre concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques dans les deux pays. Celui concernant la mer Noire n'a jamais été formalisé. Donc, il n'y a tout simplement pas d'accord là-bas. Pas de cessez-le-feu là-bas. Nous pouvons entrer dans les détails si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne le cessez-le-feu impliquant les infrastructures énergétiques, les Ukrainiens l'ont violé quotidiennement. Donc, c'est un cessez-le-feu sans signification. C'était de toute façon un cessez-le-feu de 30 jours seulement. Vous aviez donc ces deux petits accords de cessez-le-feu, dont l'un ne s'est jamais matérialisé, et le second qui en fait ne s'est jamais matérialisé. Donc, vous n'avez pas de cessez-le-feu, et vous n'allez pas obtenir de cessez-le-feu, car le cessez-le-feu dont vous avez vraiment besoin est un cessez-le-feu global. Et vous ne l'obtiendrez pas tant que vous n'aurez pas un accord général pour un accord de paix. Lors de l'annonce concernant les tarifs, je n'ai pas vu la Russie être mentionnée. Et corrigez-moi si je me trompe. L'une des conditions de l'un de ces cessez-le-feu partiels, je suppose que c'était sur la mer Noire, était que la Russie disait que l'une des conditions devrait être leur accès aux marchés internationaux, notamment pour les engrais et la nourriture, ce qui signifierait également la levée des sanctions sur leurs banques agricoles via le système SWIFT. Pensez-vous que Trump pourrait être prêt à lever toutes ces sanctions? Trump, ce sont les Européens qui ne feraient pas ça. Vous avez raison. Les Russes ont dit, en ce qui concerne le cessez-le-feu en mer Noire, qu'il était nécessaire que la principale banque russe puisse s'engager dans des échanges économiques, ce qui signifiait lever les sanctions
et avoir accès au système SWIFT également. Et les Européens ont dit non. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc les Européens et Trump étaient en désaccord et les Européens ont gagné. Rita Ford, you recurred la manoir is a nerve. Alors, serait-il juste de dire que l'Europe est désormais l'un des plus grands obstacles aux pourparlers de normalisation? Oui, pour être un peu plus précis, je dirais que le plus grand obstacle est les Ukrainiens eux-mêmes. Exactement. Et juste derrière eux, en deuxième position, se trouvent les Européens, à quelques exceptions près comme Viktor Orban en Hongrie. Votre point de base est bien sûr correct. Ma dernière question sur l'Ukraine. Professeur Mearsheimer, je suppose que vous en avez parlé, mais je pense que c'est important. Et vous pouvez prendre une gorgée d'eau pendant que je parle. Vous avez mentionné la révolution de couleur plus tôt dans cette conversation. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont vous voyez l'impact de, ou disons, comment vous définiriez le nationalisme ukrainien occidental? Et a-t-il une légitimité, qu'elle soit stratégique, morale ou politique, dans le cadre plus large des choses dont nous discutons? Il ne fait aucun doute que le nationalisme ukrainien est une force remarquablement puissante. Et je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont continué à se battre contre la machine de guerre russe, malgré des pertes énormes, est le nationalisme. Leur engagement envers le pays, la patrie, leur engagement à se battre est vraiment impressionnant. Je suppose que je ne l'ai pas bien formulé. Je pensais au changement dans la nature du nationalisme ukrainien depuis 2004, puis à nouveau en 2010, et bien sûr de manière très massive depuis 2014, ce genre de glissement vers l'extrême droite. Je veux dire, bien sûr, il y avait un nationalisme ukrainien qui n'était pas nécessairement aussi hostile. Je veux dire, il y avait une partie de cela qui était bien sûr remarquablement hostile à la Russie début. Mais le nationalisme a été présent depuis le début. Si vous remontez à 1991, le nationalisme était déjà là. Ce dont vous parlez, c'est de l'endroit où se trouve le centre de gravité politique. C'est une question quelque peu différente. On pourrait soutenir qu'à mesure que l'Ukraine a évolué vers la droite, ce nationalisme est devenu plus virulent et c'est une forme de nationalisme plus virulente. Vous pouvez avancer cet argument. Mais il ne fait aucun doute que l'Ukraine a évolué vers la droite. Et cela génère beaucoup de contradictions à l'Est. Et c'est quelque chose que je pensais important à cet égard. Parce que, à mesure que le nationalisme ukrainien s'est déplacé vers la droite, les contradictions en Europe de l'Est se sont intensifiées. Et les Russes ont peut-être de plus grandes incitations à intervenir. Oui, je veux dire, cela éclate vraiment. Ce problème éclate au grand jour, couvant sous la surface, c'est sûr, mais éclate au grand jour en 2014. En février 2014, vous avez la révolution de Maïdan, et Viktor Yanukovych, qui est le dirigeant de l'Ukraine, est effectivement renversé. Il est pro-russe et finit par se rendre en Russie. Ensuite, la direction qui prend le relais institue une série de lois concernant la langue que les gens de l'Est de l'Ukraine peuvent utiliser. Bien sûr, dans l'Est de l'Ukraine, vous avez beaucoup de Russes ethniques et de locuteurs russes. Donc, peu de temps après la crise de février 2014, un conflit commence à l'Est, un conflit armé. Vous avez effectivement une guerre civile à l'Est. Cela implique des Russes ethniques et de nombreux locuteurs russes d'un côté. De l'autre côté, vous avez essentiellement des Ukrainiens ethniques. Et c'est un conflit en cours. An ongoing conflict.